Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. Peut-être que je dis ça tout le temps, je sais pas. Mais en fait elle est particulière parce qu'elle va parler d'un sujet qui m'intéresse, me touche énormément. Et c'est notamment un sujet dont je vous avais parlé sur Instagram, je vous avais d'ailleurs expliqué comment allait se découper cette vidéo. Donc je vous l'avais expliqué sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me suivre, je mettrai mon Insta juste là. Et je vais vous publier aussi également une petite vidéo IGTV qui va tourner un petit peu dans le même sujet que cette vidéo. Et également, il va y avoir un concours qui va se mettre en place quand je dépasserai les 500 abonnés sur Instagram. C'est un concours qui aura lieu sur YouTube et sur Instagram. Donc il y aura deux gagnants. Donc si jamais vous voulez que ce concours se mette en place, venez me suivre, je vous en prie, n'hésitez pas. Voilà. Petite parenthèse d'autopromotion faite, on va pouvoir parler de la vidéo. La vidéo va être assez longue, hein, je vous préviens déjà d'avance, donc si vous voulez la découper en plusieurs morceaux, c'est possible. Je vous mettrai le timecode en bas de la seconde partie de cette vidéo parce qu'elle va être vraiment très longue. Donc si jamais vous voulez rester, préparez-vous un thé, de quoi grignoter, je vous en prie, faites place, voilà, parce que on va donc parler de féminin sacré. Alors, c'est un sujet qui tourne énormément en ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les livres, etc. Pourquoi ça tourne énormément? J'ai pas vraiment la réponse à ça, mais je pense que c'est dû au mouvement du féminisme qui commence à grandir de plus en plus et qui forcément soulève d'autres questions et d'autres sujets. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'un livre en particulier et je vais donc découper la vidéo en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler exclusivement du livre en particulier, donc cette vidéo lui est genre clairement dédiée. C'est grâce à ce livre que j'ai eu envie de vous parler de ce sujet. Et la seconde partie va être dédiée donc à mon expérience de féminin sacré, ma vision du féminin sacré. J'insiste là-dessus parce que on n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous expérimenté les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes principes, valeurs, envies aussi. Donc voilà. Du coup, je vous mettrai le timecode en barre d'infos si jamais vous voulez juste regarder la seconde partie. Voilà. Donc, ce livre, c'est celui-ci. C'est Le Grand Livre du Féminin Sacré de Josiane Sarrazin-Côté. C'est un livre que je vous avais présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël. Je vous la mettrai dans le petit i qui est juste là. Si ça vous intéresse, je vous ai juste une rapide présentation du livre. Je l'avais pas encore lu, je l'avais juste feuilleté. Et là, j'ai eu totalement l'occasion de le dévorer, littéralement. Donc, du coup, je suis à même de vous en parler. Déjà, il faut savoir que c'est un livre qui apparemment est extrêmement bien coté. Voilà, il a reçu de très bonnes critiques. Il est donc aux éditions Marabout. Je crois que j'ai vérifié le prix, il est au prix de 25 €. Je crois. En fait, il n'est pas noté derrière parce que comme c'est un cadeau, on m'a caché le prix. Voilà, je vous mettrai le lien du livre en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Voilà. La première impression en fait que j'ai eue en voyant ce livre, déjà, c'est qu'il était clairement très très beau. Vraiment, on a donc Joséanne qui est en couverture. Voilà, clairement, donc de toute sa splendeur, elle est vraiment très très belle. Et en fait, quand on regarde au niveau ne serait-ce même que de la quatrième de couverture, on voit déjà un petit peu comment se découpe le livre. On nous apprend notamment à vivre en harmonie avec les cycles de la nature, comment créer un hôtel à soi, mettre en place des rituels de purification et de méditation, former des cercles de femmes, utiliser des cristaux, des oracles, chanter des mantras, danser, vibrer. Et tout ça pour se reconnecter au féminin sacré en fait, à votre féminin sacré. C'est un sujet qui m'intéresse, qui m'intéressait et qui voilà, m'intéressait mais sans plus, c'est-à-dire que je crois que je n'ai qu'un seul livre de féminin sacré qui est celui-ci, mais je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale puisque pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo en date, je vous la mettrai dans le petit i, j'ai ouvert une nouvelle catégorie sur ma chaîne, donc c'est donc la bibliothèque de sorcières où je vous présente les livres de ma bibliothèque par catégorie en fait, par thème, et donc il va y avoir un thème sur le féminin sacré, donc on en parlera à ce moment-là. Aujourd'hui on va juste parler spécifiquement de ce livre. Alors pourquoi de ce livre en particulier? Parce que c'est celui qui m'a pas ouvert l'esprit parce que entre guillemets je l'avais déjà, mais qui m'a
ouvert l'envie d'aller plus loin en fait. Donc ce livre est extrêmement incroyable et intéressant. On retrouve donc le sommaire qui est comme ceci, qui est assez fourni comme vous pouvez le constater, et on a donc plusieurs catégories. On va parler dans un premier temps, enfin Joséanne va parler dans un premier temps de ce qu'elle appelle les origines d'une harmonie brisée. Et dans ces origines-là, elle va parler notamment de la chasse aux sorcières. Ce livre m'a donné encore plus envie de découvrir tous les tenants et aboutissants de ces histoires de chasse aux sorcières, puisque non seulement c'est un sujet dont on parle très peu, genre clairement, on n'en parle presque pas dans les livres d'histoire, si ce n'est pas du tout. J'en ai récemment parlé avec ma belle-mère et clairement elle, c'est une partie de l'histoire qui a été totalement occultée, alors qu'on parle quand même de féminicide de masse. On a vraiment énormément de femmes qui ont été tuées, parfois même juste torturées ou lynchées, ou parfois même bannies, qui ont tout perdu, parfois l'entièreté de leur famille, parfois leur titre, leur maison, etc. Et c'est quelque chose dont on parle vraiment jamais, ou très peu, et Joséanne souligne un sujet très important, une remarque très importante dans ce livre. La plupart des personnes qui parlent des chasses aux sorcières sont des hommes. Est-ce que ça ne choque que moi ? Dans le sens où, oui, il y a eu des hommes qui ont été pris à partie de la chasse aux sorcières, qui ont été jugés. Et Joséanne l'explique, je crois que c'est elle qui l'explique, ou alors c'est un autre livre, je fais un peu d'amalgame, puisqu'en ce moment je suis en train de lire Sorcière de Mona Chollet, qui parle donc de la chasse aux sorcières, et donc, je ne sais plus si c'est ce livre ou un autre, mais qui explique qu'en fait, les hommes, quand ils ont été jugés pour sorcellerie, en réalité, ils ont été jugés pour association de personnes jugées pour sorcellerie. Donc ça pouvait être par exemple un mari qui défendait sa femme, ou alors parfois c'était simplement un deuxième chef d'accusation, ou voire un troisième, ou voilà. Mais c'était pas en fait le chef d'accusation principal. On n'a pas traqué les hommes pour sorcellerie comme on a traqué les femmes. On est clairement sur un féminicide de masse. Et donc ça, elle parle notamment de cette instauration du patriarcat, de la manière dont il s'est créé en fait, et c'est extrêmement intéressant, et vraiment ça montre véritablement les bases de ce qu'est aujourd'hui notre communauté féminine. Elle parle de la destruction des liens féminins, puisque même entre nous, à l'époque de la chasse aux sorcières, on avait énormément de dénonciations de la part de femmes. En général, c'était très souvent par jalousie. Il suffisait qu'en fait votre voisine, vous la trouviez un petit peu trop proche de votre mari. Donc dans ce cas-là, vous disiez simplement c'est une sorcière, et la semaine d'après, elle était brûlée au bûcher et on n'en parlait plus. Et il y a eu énormément de dénonciations de la part de femmes qui montrent à quel point en fait cette chasse aux sorcières a détruit les liens féminins qu'on pouvait avoir entre nous en fait. Elle parle aussi de la figure de la crone. Alors la crone, qu'est-ce que c'est ? En fait la crone c'est simplement la vieille femme en fait. C'est une personne, une femme qui représente la sagesse de par son expérience de vie, qui a expérimenté plein de choses, connu plein de choses en fait. Et à l'époque des païens, l'image de la crone, de la vieille femme, était extrêmement valorisée. Parce que du coup, elle avait énormément de choses à nous apprendre, elle avait vécu beaucoup de choses, elle avait expérimenté beaucoup de choses, et donc c'était elle qui, entre guillemets, parlait d'être femme à une femme en fait, à une petite fille, à une femme en devenir. Avec la chasse aux sorcières et avec toute cette période qui s'en est suivie, la crone, la vieille femme, est devenue en fait extrêmement mal vue. Parce que les hommes avaient peur des femmes qui savait beaucoup de choses. Dans le sens où la femme avec beaucoup de connaissances, elle est pas valorisée. Et même aujourd'hui dans notre société actuelle, on a très peu de femmes, enfin beaucoup moins en tout cas, de femmes chercheuses, de femmes docteurs, etc. Et même si on en a, elles sont beaucoup moins valorisées que les hommes. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'une femme qui sait des choses, c'est une femme dont il faut avoir peur, en fait. Et du coup, c'est une femme qui a été énormément traquée pendant la période de la chasse aux sorcières. La crone, c'est surtout une personne qui représente la vie en elle-même, dans le sens où
où en fait la crone n'a pas peur de vieillir, au contraire, elle le voit comme une période de la vie, comme voilà, un cap à passer, où on va acquérir encore plus du coup d'expérience, encore plus de sagesse. Et c'est quelque chose que l'on a perdu aujourd'hui dans notre société actuelle, puisqu'on a tous peur de vieillir. Beaucoup d'ailleurs ont peur, n'ont pas peur de mourir, mais ont peur de vieillir, parce qu'on a peur des rides, on a peur des cheveux blancs, on a peur, je sais pas, peut-être de la ménopause ou quoi que ce soit, et c'est quelque chose qui s'est perdu, alors que pourtant ça fait partie de la vie. À un moment donné, on peut pas se permettre de se dire qu'on restera jeune toute notre vie, ça fait partie de processus de la vie, et on ne peut pas courir à contre-courant, enfin nager à contre-courant, puisqu'en fait ça fait partie de la vie. Donc voilà. Donc elle parle notamment aussi d'accepter sa vieillesse, et ça c'est un cap qui peut être très dur pour certaines femmes, mais qui est extrêmement important pour l'acceptation de soi et être bien dans sa peau en fait. Et ça rejoint donc ce que j'ai dit par rapport à la croix. Elle va parler donc aussi notamment de chakras et de comment restaurer son énergie en rééquilibrant ses chakras. Elle va ensuite, dans une deuxième partie, parler donc de ce qu'elle appelle la nature cyclique. Et c'est là que moi j'ai eu un coup de cœur pour ce livre, c'est qu'elle va parler de cycle menstruel. On adore. Ce que j'aime pas avec notre société actuelle, c'est le tabou qu'on fait des cycles menstruels et de tout ce qu'il apporte. Aujourd'hui, on ne parle pas de règles, on essaye de trouver des petits noms... les Anglais débarquent, en ce moment j'ai mes lunes, en ce moment je suis dans ma mauvaise période du mois, etc. Tout ça parce que le terme règle est très mal vu. Il est vu de manière sale, de manière impure. Et ça, on le doit clairement aux hommes. Aujourd'hui, des femmes trouvent ce terme et ce sujet tabou, mais c'est clairement pas venu d'une femme en premier, puisque nous de toute façon on a toujours vécu avec depuis des milliards et des milliards d'années, donc par conséquent on est habitué à ça. Entre nous, je parle d'avant, on n'avait aucune gêne à en parler entre nous. Au contraire même, il y a toute une partie au début du livre où elle explique le mythe d'une personne, donc des temps anciens, donc dans l'ère païenne, où la période des règles, quand une jeune fille devenait femme en ayant ses règles, était carrément célébrée. On célébrait ce moment-là parce qu'il signifiait qu'on arrivait dans une autre partie de notre vie où on allait du coup devenir une jeune femme, qu'on allait du coup expérimenter possiblement ce qu'allait être d'être une mère, d'enfanter en fait. Et ça c'est quelque chose qui s'est perdu, et moi j'ai toujours été extrêmement ouverte à ça, mais je vous en reparlerai dans ma partie sur mon expérience du féminin sacré. Mais le fait que du coup on en parle, j'ai eu du coup tout de suite automatiquement un coup de cœur pour ce livre. Alors elle va pas parler que de ça, je vous rassure, elle va notamment parler des 8 sabbats, des 8 grands sabbats païens, donc des 8 fêtes sacrées. Elle va parler des saisons aussi, et en fait comment en fait se vivre au gré des saisons, au gré des sabbats, ce que les fêtes et les saisons vont apporter comme différentes énergies, etc. Au début j'étais un peu réticente à ça parce que j'ai énormément de livres qui me parlent des fêtes sacrées et des saisons. Je vis aujourd'hui autour des fêtes sacrées, etc. Et qu'on en reparle à nouveau, vraiment c'était... Ouais, bof, j'ai déjà vu plein de fois. Et en fait, elle ne le parle pas de manière magique, comme moi je peux l'avoir dans énormément de livres auprès donc du coup des différentes correspondances, des déesses, des influences, des rituels qu'on peut faire pendant ces périodes-là, etc. Elle va vraiment plus parler d'énergie. Elle va parler de l'origine des fêtes, mais quand elle va parler de rituels, elle va parler en fait de choses qu'on peut faire même si on ne pratique pas la magie. Par exemple, ici, elle expliquait il était recommandé de se promener dans la nature pour aller épier son réveil et les premiers signes du printemps, donc notamment pour Ostara. On pouvait cogner 3 fois avec sa main ou une baguette créée lors d'une fête d'Ostara sur les arbres et les plantes que l'on croisait afin de gentiment les réveiller. C'est également le moment de l'année où on se permettait de rêver grand et de réfléchir à ce que l'on pouvait, ce que l'on voulait pour les 6 prochains mois. Voilà, c'est que des choses qu'on peut faire même si on ne pratique pas la magie. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ce livre, c'est qu'il est ouvert à tout le monde, à toutes les pratiques, et pas forcément aux personnes qui pratiquent la sorcellerie. Et c'est en ça pour moi que le féminin sacré, je le trouve hyper intéressant parce qu'il est...
Il est aussi fait pour des personnes en fait que la magie n'intéresse pas, que la sorcellerie n'intéresse pas, qui sont athées ou qui sont même simplement de religion chrétienne, de religion musulmane, etc. C'est simplement le féminin sacré, se reconnecter avec sa part féminine. Tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé aussi également quand elle va parler des 8 fêtes sacrées et des saisons, c'est qu'elle va les comparer au cycle lunaire et notamment au cycle de la vie par exemple. Donc par exemple pour Ostara toujours, elle va dire si l'on compare Ostara au cycle de vie d'un être humain, elle correspondrait à la naissance. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Chaque page est en général entrecoupée de photos qui sont toutes magnifiques les unes comme les autres. Ici par exemple, c'est une photo qu'on retrouve pour Ostara, qui sont juste incroyables. Je ne sais pas qui est le directeur de photographie qui a fait les photos, mais elles sont extrêmement belles. Et on va avoir un long passage sur les saisons, bien plus long que les 8 fêtes sacrées, où vraiment on va parler d'énergie, et c'est des énergies en fait que vous-même vous ressentez sans même vous en rendre compte. Par exemple ici, été, c'est la saison d'abondance par excellence. Elle explique que c'est une énergie de work hard, play hard, donc on travaille fort, on se récompense aussi, on fait intensément la fête. En fait, automatiquement, notre corps va avoir plus envie de faire plus de choses quand il va faire beau et chaud, quand du coup il va y avoir l'été, et on va aussi avoir envie de plus profiter, mais d'une manière différente qu'on le ferait en fait en hiver. C'est des énergies que vous allez vous-même ressentir simplement en fait. Josiane l'a couché sur papier. Elle va aussi donner quelques petites recettes et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Elle va notamment vous proposer, quand elle va parler du cycle menstruel, de préparer une tisane féminine donc qui va être parfaite. Alors je vais retrouver la page. Qui va être parfaite pour les symptômes en fait de cycle menstruel et pour se connecter à son énergie de féminin sacré. Quand elle va parler de cycle menstruel, elle va aussi énormément le comparer au cycle lunaire et c'est pour ça d'ailleurs que dans certaines expressions, quand on parle de règles, on dit qu'on a ses lunes. Et donc c'est super intéressant. Elle explique par contre que si vous n'êtes pas calé sur le cycle lunaire, ce n'est pas grave. Le but c'est pas de se caler au cycle lunaire. Le but c'est de se caler à son propre cycle, à sa propre énergie. Et surtout, quand elle va parler des règles, elle va parler de se réapproprier vos règles. C'est-à-dire accepter, faire la paix avec vos règles. Aujourd'hui, les règles sont mal vues et ça fait chier, clairement ça fait chier, on est là, oh putain, fait chier, j'ai mes règles, etc. Et pourtant, c'est non seulement c'est naturel, on ne devrait pas. Est-ce que vous vous dites à chaque fois que vous allez pisser ou que vous allez chier, ça me saoule? Non, c'est naturel. Pour les règles, il faut fonctionner de la même manière, c'est purement naturel et encore même, c'est beau. Aujourd'hui, votre corps, une fois par mois, vous donne la possibilité de tomber enceinte, puisqu'en fait, après les règles, on a donc la période d'ovulation. En plus de ça, c'est un organe qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, en ayant vos règles, ça nettoie votre organe génital tout seul. Dites-vous que c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de faire. En fait, il faut essayer de voir tous les points positifs de vos règles. Et ça, je trouve qu'elle l'explique très bien. Et c'est quelque chose que j'adore avec ça. Et pour ça, je le conseille énormément à tout le monde, ce livre, rien que pour cette partie. Elle va parler notamment des différentes périodes du cycle menstruel. Parce que le cycle menstruel, c'est pas juste les règles. On a une période de préovulation, une période d'ovulation, une période de prémenstruation et enfin une période de menstruation. Et chaque période a une énergie particulière et vous le ressentez aussi également dans votre corps. Elle explique notamment, pour vous faire court, que la préovulation est la phase la plus solaire. C'est-à-dire qu'elle se situe dans l'action, notre cerveau se trouve alors dans sa phase la plus logique, la plus cartésienne. On va avoir tendance à mettre en action ce qu'on aimerait faire en fait. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent à cette période sans se rendre compte que ça a un rapport avec cette période de préovulation. On a ensuite la période d'ovulation, donc c'est là où les hormones sont à leur plus haut taux en fait dans notre corps. Elle dit donc du coup que c'est une phase extrêmement créative. Moi je sais que je m'en rends compte maintenant en prenant du recul, en regardant du coup. C'est une période où j'ai envie de faire énormément de choses, de créer énormément de choses, pas forcément de vos mains, hein, mais simplement en fait d'entreprendre les choses. La fois précédente, donc dans la période précédente, vous étiez dans l'action et là vous allez vraiment en plus mettre en pratique davantage ce que vous vouliez faire.
La période de prémenstruation, c'est une période qui est en général très compliquée chez les femmes, suivie donc de la période de menstruation, puisque c'est à ce moment-là qu'en fait les hormones chutent énormément d'un coup, drastiquement même, et du coup on le ressent sur notre corps, on est plus à fleur de peau, on s'énerve facilement, voilà, on est irritable, on a des changements d'humeur, etc. Et du coup c'est quelque chose que les femmes en fait ont tendance à ne pas apprécier. C'est une période qu'elle associe à ce qu'elle appelle la femme sauvage. La femme sauvage, c'est une femme qui s'assume. C'est une femme qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, d'assumer ses dires, clairement. Et voilà, moi je sais qu'on dit souvent qu'on est irritable pendant cette période, mais en fait c'est simplement qu'en temps normal, des sujets nous dérangent. Et en fait, avec cette période-là, on va simplement dire haut et fort ce qu'on pense. Tout simplement. Alors que sur d'autres périodes, on va avoir tendance à laisser couler, à se dire ok bon c'est pas grave. Sur cette période de prémenstruation, cette période de femme sauvage, on va se dire non, cette fois-ci ça ne passe pas et je vais le dire. Et c'est pour ça que du coup on a tendance à être irritable et faut pas le voir justement comme quelque chose de mauvais, faut le voir comme quelque chose, vous assumez ce que vous pensez, vous assumez ce que vous dites. Et ça c'est beau. Ensuite on arrive donc à la période de menstruation et pareil beaucoup de personnes le vivent très mal parce qu'ils sont plus fatigués, ils ont mal, en fait on se sent démunis et comment on appelle ça diminuer, voilà. Et du coup les gens, aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, où tout va très très vite, où le monde va vite et où on nous demande d'aller vite, être dans une période de notre vie où on est plus lente, où c'est plus difficile, forcément non seulement la société nous le fait le sentir que c'est nul, mais nous du coup automatiquement on va se dire j'aime pas. Alors qu'il faut pas. Il faut pas parce qu'en fait c'est juste notre corps qui nous rappelle de nous dire ok, attends, pendant 3 semaines t'as fait les choses bien, t'as agi, t'as fait plein de trucs, t'as imaginé plein de trucs, t'as voulu faire plein de trucs. Là, c'est le moment du repos. Et il faut le comparer par exemple à, moi je le compare par exemple à la période de Yule, à la période hivernale, où justement on est plus dans le repos, dans le repli, dans le, voilà, on va se retrouver en nous-mêmes, l'introversion, on va se reposer, on va être là avec une petite tisane, avec une petite bougie, à lire un livre ou à regarder la télé. Cette période de menstruation, c'est notre corps qui nous rappelle qu'il est temps de souffler un peu et de prendre du temps pour soi. Et ça, les gens ne le voient pas comme ça parce que la société fait qu'aujourd'hui, on a besoin de courir très très vite et que du coup, automatiquement, nous, on se dit qu'il faut qu'on le fasse. Et donc, cette période nous empêche de le faire. Et du coup, on se dit, j'aime pas ça. Elle parle d'ailleurs, notamment d'un sujet qui me touche et m'énerve énormément. Aujourd'hui, dans la société actuelle dans laquelle on est, comme elle est dirigée par majoritairement des hommes, qui ne savent pas ce que c'est d'avoir des règles et d'avoir au moins 1 voire 2 journées dans le mois où on est juste un tout petit peu down, on est juste un tout petit peu plus fatigué, bah du coup forcément ça se ressent dans énormément de choses. Aujourd'hui, on n'a pas par exemple, on n'a pas la possibilité de poser des jours de congé quand on a nos règles. Alors si vous êtes face à un employeur ou une employeur très aimable, elle pourra tout à fait comprendre. Mais aujourd'hui, on n'a pas par exemple une sorte de congé spécifique qui nous permettrait d'avoir voilà, un congé spécifique pendant la période de nos règles. Moi, je sais, avec le temps, avec l'expérience, aujourd'hui du haut de mes 23 ans, j'ai appris comment fonctionnait mon corps et j'ai compris que en fait, je n'ai pas besoin d'une semaine. Sur ma période de règles, je n'ai pas besoin d'une semaine complète pour me reposer, pour chiller à la maison, etc. 1 voire 2 jours, ça dépend des cycles, me conviennent amplement. Je vous donne un exemple très très simple. J'étais en vacances récemment à la montagne, je vous en ai parlé sur Instagram, et il s'est avéré que j'ai eu mes règles pendant cette période-là. Sur une journée, une seule, j'ai eu mal au ventre, voilà, clairement. Bon, après, j'ai eu très très mal au ventre, mais parce que je n'avais pas de quoi soulager ma douleur sur place et que je refusais. Enfin, j'ai dû prendre du paracétamol parce que je n'avais pas le choix. Mais dans l'idéal, je ne prends pas de paracétamol. Je prends autre chose, mais je reviendrai dans la seconde partie de la vidéo. Et donc, du coup, j'ai eu une journée où j'étais plus fatiguée, moins vive, j'avais mal et c'est une journée, on avait des choses de prévues, j'ai essayé, je me suis rendu compte que j'avais du mal, donc
on est rentré et mon copain est très ouvert là-dessus, j'ai de la chance. Malheureusement c'est une chance aujourd'hui dans notre société, mais ça devrait être quelque chose de commun. Il est très ouvert là-dessus et quand il voit que voilà, j'ai mes règles, que je suis fatiguée, il va pas pousser davantage. Il va pas être du genre à dire oh t'es une femmelette, ça va, c'est rien. Bah non, c'est pas rien. On parle quand même d'une femme qui, selon les cycles, en moyenne va pendant 7 jours perdre du sang. C'est loin d'être rien en fait. Donc surtout qu'aujourd'hui c'est peut-être un mythe, hein, mais aujourd'hui les hommes quand il leur arrive une broutille médicale, c'est la fin du monde, on a l'impression qu'ils vont mourir. Et nous on est là, on encaisse les règles, et puis quand on accouche on encaisse un accouchement. C'est un autre débat, mais voilà. Et mon copain est très ouvert là-dessus. Donc j'ai essayé, je me suis rendu compte que physiquement c'était compliqué. J'ai pas poussé plus loin, on est rentré, on a passé tranquillement la fin de la journée sur le canapé à regarder la télé et simplement j'ai pris soin de moi en fait. J'ai su écouter mon corps. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que dans notre société, on ne peut pas faire et je trouve ça, c'est même plus triste, c'est même plus dommage. C'est con, c'est juste con. Bon, je peux pas mettre mes lunettes sinon vous avez les reflets. Donc vous aurez ma sale gueule, pas maquillée et fatiguée. Je suis... J'ai de sale gueule, c'est tout. Voilà. Je suis pas coiffée, je suis sortie de la douche il y a pas longtemps, je suis pas maquillée, donc vous allez avoir ma tête de fatiguée. Mais c'est pas grave, écoutez, hein. Ça fait partie du délire, hein. Ah oui, si vous entendez du bruit, c'est la tempête en fait, dehors actuellement, à Lyon. Donc il y a énormément de vent, donc du coup ça fait énormément de bruit, voilà. Donc aujourd'hui on va parler de mon expérience du féminin sacré, comment en fait je vois mon rapport à mon corps, à ma sexualité, tous les sujets qui ont été abordés par Joséanne dans son livre, quelle position en fait j'en ai, quel point de vue est-ce que j'en ai, etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose qu'elle aborde dans son livre, c'est donc la chasse aux sorcières et cette histoire de patriarcat qui étouffe un peu les femmes. Je dirais pas que je suis une féministe dans l'âme, ça me gave de dire qu'en fait je suis une féministe ou quoi que ce soit, déjà parce que j'aime pas me ranger dans une case, mais en plus parce que je pense pas avoir une quelconque légitimité à venir dire que je suis féministe ou quoi que ce soit. J'ai mes points de vue, j'ai mes principes, mes valeurs, mais je suis pas militante et voilà. Par contre c'est vrai que cette histoire de la chasse aux sorcières qui a été un des plus grands, je pense, féminicides de l'histoire, moi ce qui m'énerve avec ça, c'est pas que... Enfin, oui, ce qui s'est passé m'énerve évidemment, mais en fait ce qui m'énerve avec ça, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas assez et ça m'agace. Mais ça aurait pu être par exemple un homicide, hein, simplement. Hein. Ça aurait pu être, voilà, ou alors des... Ça se dit des babicides, je sais pas, mais bon, bref, peu importe. Le fait qu'en fait il y ait une partie de l'histoire qu'on occulte, moi c'est vraiment quelque chose qui m'agace, mais sur tous les points. Et là-dessus, ouais, moi ça me saoule. C'est pour ça que de manière spontanée, j'ai commencé à me renseigner dessus, à lire des livres dessus, parce que j'aime savoir en fait ce qui s'est passé dans l'histoire et je n'aime pas justement me dire qu'il y a des parties qu'on a volontairement ou pas occultées, enlevées et qu'on n'en parle pas en fait tout simplement. Donc voilà. Pour tout ce qui est de rapport à la vieillesse, la figure de la crone, etc. Je vous en ai un petit peu parlé dans du coup la vidéo sur le livre. Mon rapport à la vie, à la vieillesse, à la mort a toujours été très différent des autres. J'ai côtoyé la mort à plusieurs reprises, voilà, de manière très très gaie, je vous balance ça. Mais voilà, j'ai été une adolescente très torturée et avec beaucoup de tendances suicidaires. Alors je vous rassure, ça va beaucoup mieux aujourd'hui, hein. Mais du coup, mon rapport à la mort a toujours été... voilà, ça fait partie du processus quoi. À un moment donné, on va pas se battre contre non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que si je meurs demain, je ne regretterai rien de ma vie parce que j'ai fait les choses de la manière dont je souhaitais, j'ai fait les choses que je souhaitais et voilà. Et c'est aussi pour ça que pour moi le processus de la vieillesse, il fait partie également du processus de la vie. Je n'ai pas peur de vieillir, d'avoir des rides, d'être marquée du visage, marquée du corps, je n'ai pas peur d'avoir des cheveux blancs parce que pour moi c'est...
je sais pas, ça me paraît tellement logique en fait de me dire qu'aujourd'hui ça fait partie de ça, on peut pas en fait juste arrêter et cette idée de se dire ouais je vais me cryogéniser pour vivre jeune toute ma vie, etc. Pourquoi pas, mais je trouve ça tellement dommage parce qu'aujourd'hui on vit tellement plus de trucs selon différentes étapes de notre vie. C'est comme si en fait, enfant, on s'était dit bah je vais me cryogéniser parce que je vais rester enfant toute ma vie, j'aurai pas des problèmes d'adulte. Alors c'est vrai, sauf que bah du coup en tant qu'adulte, il y a tellement de choses que du coup tu ne ferais pas parce que tu es resté un enfant. Et c'est pareil pour moi, pour la vieillesse, ça apporte tellement d'autres choses qui sont tellement intéressantes, des expériences tellement différentes à vivre que pour moi c'est d'une logique implacable. Et je sais que voilà, pareil, cette figure de la crone qui est une femme sage, avec son expérience, c'est tellement intéressant. J'aimerais pouvoir un jour regarder mes petits-enfants et leur dire, bah voilà, moi de mon temps c'était comme ça, leur apprendre des trucs en fait, que ce soit par mon expérience de vie ou par des choses que j'ai apprises, etc. Leur apprendre des trucs, faire passer le flambeau, je trouve ça tellement important. J'ai appris tellement de choses auprès de ma grand-mère, auprès de mes grand-mères d'ailleurs. Et pour moi, c'est tellement important que pour moi, la vieillesse, ça fait partie voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Quand tu signes le contrat de la vie, tu signes tout ce qui va avec, la vieillesse, la mort, la jeunesse. Quand elle parle du coup de vivre avec sa nature cyclique, et donc le cycle de la vie, moi, c'est quelque chose que je fais depuis très peu de temps. 1 an, 2 ans, je pense. Vivre déjà au gré des saisons et des 8 fêtes sacrées, des 8 sabbats. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 1 ou 2 ans, quand du coup j'ai commencé à vraiment me renseigner sur chaque sabbat, etc., les influences, les énergies. Et j'en ai un petit peu parlé dans un post Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, je le mets juste là. J'en ai parlé un petit peu dans mon post Instagram où du coup je disais que depuis que j'apprends à vivre avec les sabbats et les saisons, mon rapport à certaines saisons, du coup, certains moments de l'année ont totalement changé. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été une fille de l'hiver, j'ai toujours aimé le froid, j'ai toujours aimé l'hiver, l'automne, et j'ai toujours détesté l'été, la chaleur. Voilà. Et en fait, depuis que j'ai commencé à vivre au fil des saisons, que j'ai commencé voilà, à me renseigner sur les énergies, etc., et ben ma vision des choses elle a changé. Et aujourd'hui par exemple, c'est un exemple tout con hein, mais aujourd'hui donc on est après la période d'Imbolc, et à cette période de l'année habituellement j'ai des jours pour moi dans mon cerveau stockés sur janvier, l'hiver, etc. Je le faisais de manière en fait je le montrais de manière très débile, enfin maintenant avec du recul c'est débile, mais en fait la frangipane, la galette des rois, je m'arrêtais jamais d'en manger, c'est-à-dire que je sais pas si je vais dire ça, ça va être ridicule, mais disons que pour moi la frangipane c'était pas juste, enfin la galette des rois c'était pas juste genre pendant la période de janvier avec bah du coup tirer les rois, ça continuait même au-delà, parfois même jusqu'à mars où genre bah du coup j'en mangeais, etc. Et là mon corps automatiquement, mes envies ont changé, et aujourd'hui avec la période d'Imbolc qui est passée, le temps qui se réchauffe, j'ai des envies de frais, j'ai des envies de fruits, de salades, de plats qu'on aurait tendance à manger au printemps, en été. J'ai des envies de couleurs aussi au niveau de mes vêtements. J'ai envie de porter plus de t-shirts, plus de petites vestes, etc. Alors que habituellement à cette période-là, je continuais à porter mes grosses vestes, très noires, etc., marron, enfin bref, des couleurs d'hiver quoi. Et en fait, automatiquement, mon cerveau s'est mis à changer petit à petit. Et du coup, c'est quelque chose du coup que je me mets à faire. Voilà, je travaille là-dessus. Donc c'est quelque chose que je faisais déjà avant même de découvrir le livre. Et une autre chose que je faisais avant même de découvrir le livre, mais que je fais depuis très très peu de temps, c'est vivre au rythme de mon cycle menstruel. Elle en parle notamment par rapport à comment se réapproprier son cycle menstruel. Elle en parle notamment avec la pilule, et elle explique que si vous voulez vraiment vous réapproprier votre corps et votre cycle menstruel, ça va être compliqué avec la pilule. Et là-dessus, je la rejoins totalement et je suis entièrement d'accord avec elle parce que moi, je l'ai expérimenté. Pour ce qui est de contraception, j'ai commencé à prendre la pilule quand j'avais 17 ans parce que j'avais rencontré mon copain et que voilà, on avait commencé à avoir des rapports intimes et que à ce moment-là, on s'est pas posé la question. C'était bon bah je vais prendre la pilule.
Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a prescrit ma pilule, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre la pilule. Avant même que je décide de la prendre, j'avais aucun a priori sur ça. Enfin, dans le sens où je voyais pas mal les choses, mais je le voyais pas super bien, etc. J'ai vu ma mère prendre la pilule, ma soeur prendre la pilule, beaucoup de femmes autour de moi la prendre, donc pour moi c'était quelque chose de banal. Et c'est vrai que j'ai pas réfléchi quand on a commencé à regarder pour une contraception, on n'a pas réfléchi, on a juste pensé à la pilule, et on s'est pas dit qu'il y a peut-être d'autres contraceptions qui pouvaient nous aller. Ça allait pendant les 3 premières années à peu près. J'avais juste senti un écart entre mon copain et moi sur notre envie, notre libido en fait. C'est-à-dire que voilà, il avait tendance à avoir plus souvent envie que moi, et sur le coup je me disais que c'était moi, que c'était juste, voilà, j'étais une personne qui n'avait pas très envie, tout simplement. Et voilà, je me posais pas plus de questions. Et puis bah du coup après on s'est séparés pendant 1 an et demi. Et pendant cette période de séparation, moi j'ai arrêté de prendre la pilule parce que je n'avais pas de personne fixe dans ma vie. Et je voyais pas l'intérêt de la prendre si je n'avais pas de personne fixe, sachant que au bout de ces 3 ans d'expérience de pilule, je me suis rendu compte qu'en fait ça me gavait de la prendre parce que fallait tout le temps que j'y pense, et j'avais tendance à l'oublier du coup justement, et vraiment ça me saoulait quoi. Et quand j'ai arrêté ma pilule et que j'ai vécu ces 1 an et demi de sevrage, entre guillemets, je me suis rendu compte qu'en fait le problème au niveau de la libido, c'était pas moi, c'était clairement la pilule. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu un bond de libido et d'hormones qui m'est sauté dessus, qui m'a agrippé à la gorge. Et là, je me suis dit que c'était forcément la pilule, que c'était pas mon copain, parce que je sais que c'est aussi le facteur, c'était absolument pas mon copain j'ai toujours désiré, et voilà. Donc voilà, on a fini du coup par se remettre ensemble, et donc par logique, j'ai commencé à reprendre la pilule. Je me suis dit que ça allait le faire, et en fait ça ne l'a pas fait parce que voilà, ma libido a chuté, clairement. Et donc là, on était arrivé à un point de ma vie où genre il y avait des moments, je me forçais. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire pour vous, votre vision féminine de vous-même. Faut pas le faire parce que moi je me forçais en me disant ok bon, voilà, il en a envie, j'en ai pas envie, je vais lui faire plaisir. Déjà non, enfin, on parle pas d'aller manger au resto du coin un soir alors que vous avez la flemme, on parle de sexualité, c'est bien plus grave que ça. Et en plus de ça, moi je me suis sentie tellement mal après. Je me suis sentie ouais, pas bien dans mon corps, pas bien. Vraiment, je me suis pas sentie bien en fait. Limite, j'ai culpabilisé d'avoir fait, entre guillemets, subir ça à mon corps. Alors que j'en avais pas envie et qu'il n'en avait pas envie non plus quoi. Et donc là on a commencé du coup à se renseigner pour une autre pilule, donc auprès de mon médecin traitant. Je lui ai expliqué mon problème, je lui ai dit voilà, j'ai un problème de libido avec cette pilule, il faut me la changer. Donc il m'a prescrit une autre pilule qui était censée marcher par rapport à cette libido, ce problème de libido là. Ça n'a pas marché puisque j'avais toujours des problèmes de libido. Et là je me suis dit vas-y, ça me gave en fait. Ça me gave parce que c'est moi entre guillemets qui subis ça depuis 5 ans, qui me soit obligée de me bourrer la gueule de cachetons chaque jour. Et en fait au final quels sont les effets positifs? Alors oui, je peux ne pas tomber enceinte, voilà, super, merci, il y a tellement aujourd'hui de contraception qui te permettent de le faire ça, parce que quand je vois les effets secondaires qui est donc ma chute de libido, c'est hyper difficile à vivre pour une femme parce que moi je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais pas sexy, je me regardais, je me disais c'est moche ça, enfin c'est barre quoi. Il y avait tout un processus, tout un tas de conséquences psychologiques sur mon cerveau qu'on ne songe pas en fait dans un premier temps et qui en fait, bah oui. Je l'ai également arrêté pour d'autres raisons, notamment des raisons psychologiques. J'en parlerai peut-être un jour sur cette chaîne, mais pour l'instant c'est absolument pas le sujet et j'en ai pas envie. Donc bref, voilà, et donc on a décidé d'arrêter la pilule. Je dis non, donc mon copain et moi. Sauf que du coup la question se posait, c'est quel type de contraception avoir en fait. Parce que je m'étais rendu compte aussi, pendant la période d'1 an et demi, parce que c'était de ça dont on parlait à la base, pendant la période d'1 an et demi où du coup je n'ai pas pris de pilule, je me suis rendu compte que mes règles avaient changé.
J'ai pas pris la pilule pour des problèmes d'hormones, donc par rapport à une acné, ou alors des problèmes de règles trop douloureuses, ou alors des problèmes de règles pas réglées du coup. Moi je l'ai pris parce que j'ai commencé à avoir des rapports intimes, donc à l'âge de 17 ans. J'ai eu mes règles bien avant ça, et jusqu'à présent ça ne m'avait pas posé de problème. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec mes règles, avec ma pilule pardon, bah, j'étais pas plus réglée. J'avais des douleurs qui étaient plus fortes. Je m'en suis rendu compte bien tard, mais je m'en suis rendu compte. Voilà. Vraiment, on n'était pas sur, entre guillemets, tout ce qu'on nous promettait. Enfin, en tout cas, c'est pas sur moi. Et du coup, je me suis dit, bah, même pour ça, genre, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et en fait, du coup, pendant ma période où j'ai arrêté pendant 1 an et demi, j'ai vécu ma sexualité et mes règles de manière tellement plus sereine. Et quand on a décidé d'arrêter la pilule avec mon copain, on a décidé de ne pas choisir de contraception pour l'instant, on fonctionne donc au préservatif et on suit mon cycle d'ovulation. On pourrait croire que je serais plus stressée à l'idée de tomber enceinte, et en fait, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, limite, j'avais plus de stress quand j'étais sous pilule, parce que il s'était là à me dire putain, faut absolument que je prenne ma pilule, sinon je vais tomber enceinte. Et là, bah, je fais juste attention, c'est-à-dire je regarde dans quelle période du mois je suis, je vois que sur une période à risque, bah c'est pas grave, on met un préservatif. On est sur une période où il y a moins de risques, et ben on n'en met pas. Donc moi je le vis avec moins de pression. Alors je ne conseille pas à tout le monde de le faire, c'est quelque chose, la méthode naturelle, qu'il faut le faire quand vous êtes avec une personne, ça fait très longtemps que vous êtes avec, parce qu'évidemment s'il y a un risque, il y a plus de risques de tomber enceinte, donc forcément si vous tombez enceinte et que vous êtes avec une personne, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, ça peut poser problème. Mon copain, ça fait 7 ans qu'on se connaît, donc on se connaît par cœur, il n'y a aucun problème là-dessus, on sait sur quel pied danser, on sait ce qu'on fera si jamais il y a quoi que ce soit. Et bref, donc on en a quand même longuement parlé, on a décidé de partir là-dessus, mais c'est pas quelque chose qu'il faut que vous fassiez dès le début. C'est-à-dire qu'on a décidé, le temps déjà que moi j'élimine toutes les hormones de mes pilules et que je me réapproprie mon corps et mon cycle menstruel, on a décidé d'une période à peu près de 3 mois. Qui s'étendra si jamais on se rend compte que voilà, je suis pas encore tout à fait réglée, mais il faut que vous soyez sûr d'être réglé au niveau de votre cycle menstruel, parce que sinon ça foire tout le concept. Vous vous basez dessus, donc s'il n'est pas fiable, et ben les risques de grossesse ne le seront encore moins en fait. Donc faut être sûr de ce qu'on fait. Et nous on y a longuement réfléchi, et donc pour ça on a décidé que pendant les 3 mois on allait passer au préservatif. Ça va, moi j'ai enduré 50 pilules, il peut bien endurer 3 mois de préservatif. Et en fait à ce moment là, quand moi j'allais retrouver un cycle normal, que je n'avais pas avec ma pilule, à ce moment là on passerait donc à la méthode naturelle, c'est-à-dire pendant les périodes d'ovulation de très fort, ou de risque de tomber enceinte, préservatif, et sinon pas préservatif tout simplement. Et pour l'instant on en est très heureux, honnêtement, je vous avoue. Ça fait que quelques mois, et pour l'instant, moi je vis ma sexualité et mes règles de manière tellement plus sereine. Aujourd'hui, en fait avant, quand j'avais ma pilule, comme les règles étaient très douloureuses, j'appréhendais. Quand j'arrêtais ma pilule, j'appréhendais énormément mes règles. Je me disais tout le temps, ah putain, ça me fait chier, je vais avoir mal et tout. Et puis bah comme du coup j'étais pas réglée, je pouvais pas savoir quand est-ce que ça allait tomber quoi. Et là je le vis de manière beaucoup plus sereine. Aujourd'hui je vis mes règles de manière positive, en me disant justement que c'est pas une mauvaise chose. Notre corps ne nous fait pas vivre de mauvaises choses intentionnellement, ou alors c'est qu'il essaye de vous faire passer un message. Mais les règles c'est quelque chose de positif, c'est un signe que votre corps se nettoie aussi, hein, que le vagin se nettoie, et aussi cette possibilité de tomber enceinte. Après c'est un côté rassurant aussi, évidemment je vous mens pas, hein. Le fait de se dire que justement bah, si j'ai mes règles ça veut dire que normalement je suis pas enceinte, sur une contraception naturelle évidemment c'est extrêmement rassurant. Donc en fait j'ai réussi à réapproprier mes règles de manière positive, et ça je le vis extrêmement bien. Et du coup forcément mes douleurs de règles elles ont totalement changé aussi. C'est à dire qu'avant, quand je prenais ma pilule sur une semaine de règles à peu près, je pouvais facilement avoir mal pendant 3 jours. 3 jours voire 4. Aujourd'hui j'ai mal pendant 1 jour voire 2. C'est tout.
Et aujourd'hui, après, ma manière de me soigner a changé aussi par rapport à mes règles. Je vous en parle sur Instagram. J'utilise des produits de naturopathie à base de plantes qui marchent extrêmement bien. Et j'ai juste besoin de ça, c'est naturel. Et pendant une journée, et c'est bon. J'ai plus besoin de pourrir mon corps avec des produits chimiques, la pilule, etc., du paracétamol, nanana. Alors évidemment, il y a des cas où parfois j'ai pas le choix hein, de prendre du paracétamol, mais sinon, dans l'ensemble, j'essaie de me soigner le plus facilement, enfin le plus... au maximum, pardon, comme ça. Et donc forcément, ma manière de voir mes règles a changé aussi également. Je dirais pas que c'est quelque chose que je conseillerais, parce que ça va dépendre de tellement de choses, hein. Cette manière d'enlever la pilule et de passer peut-être à une méthode plus naturelle de contraception, ça va dépendre de différents cas de femmes, de différentes expériences, si vous vivez très très bien votre pilule, tant mieux, enfin voilà, moi je sais que je le vivais mal et donc par conséquent j'ai décidé d'en changer, mais par contre une chose que vous pouvez faire, c'est les règles, votre vision de vos règles, le voir de manière plus positive. Et Josiane le dit très bien, justement je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, qu'à un moment donné, si vous partez du principe que vos règles sont négatives et que ça ne va vous apporter que du mal, ça vous apportera du mal. Vous aurez plus mal, ça va durer plus longtemps, vous allez être plus fatigué, et du coup forcément ça va être un cercle vicieux. Partez juste sur une vision positive et ça ira mieux. Moi en tout cas c'est l'expérience que j'en ai faite. Et aujourd'hui je le vis tellement mieux, que ce soit ma sexualité, que mes règles, je me sens femme. Je me sens vraie femme, ma vision de la vraie femme. Voilà. Par rapport au masculin sacré, moi j'ai tendance en fait à avoir plus de masculin sacré et moins de féminin sacré. Je suis quelqu'un qui va moins être dans la réflexion et plus dans l'action, dans le sens où je suis quelqu'un de... Je réfléchis pas forcément avant d'agir. C'est un exemple tout con, et du coup forcément... je vais avoir besoin moi plus de travailler sur mon féminin sacré, de me pardonner certaines choses, d'apprendre à m'aimer véritablement, de me poser 5 minutes, de me faire un récapitulatif de comment je vois mon corps, comment je me vois moi psychologiquement. Donc moi j'aurais plus tendance à devoir travailler sur mon féminin sacré, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été énormément attirée par ça, parce que je pense que mon mental a compris qu'il y avait un manque que je dois travailler. Par exemple, dans les différentes énergies, on a typiquement l'énergie de l'amour inconditionnel, donc s'aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer les autres, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier de faire. L'énergie de la douceur naturelle aussi, également. Comme j'ai pas forcément eu de rapport conflictuel avec mon corps, mais j'ai eu des rapports conflictuels avec mes règles, et du coup avec ma vision de tout ça, et du coup je réapprends petit à petit à apporter de la douceur envers ma vision de moi-même. L'énergie de la joie et de l'espoir, c'est aussi quelque chose qui me manque, parce que je suis quelqu'un de vachement défaitiste et pessimiste de base, et j'essaye de travailler énormément dessus. Mon copain m'aide énormément aussi là-dessus, parce que lui il est quelqu'un de très optimiste. L'énergie de la compassion est clairement un problème que j'ai aussi également, se pardonner à soi et pardonner aux autres. J'ai beaucoup de mal à passer outre quelque chose, que ce soit envers moi-même ou envers les autres. C'est quelque chose, ouais, j'ai énormément de mal à le faire, donc voilà, faut que je travaille dessus. Voilà, c'est les quelques petites énergies des archétypes que je vous expliquais dans la précédente vidéo, sur lesquelles il faut que je travaille. Aujourd'hui, en tant que femme, dans ma position de femme, je me réapproprie mon corps et ma manière de le voir de différentes manières. Il y a eu donc cet arrêt de la pilule, cette manière de voir mes règles de manière différente, pardon. Et il y a passé l'étape des tatouages aussi, qui m'a énormément aidée au fil des années. C'était quelque chose dont je parlais notamment avec ma belle-sœur tout récemment, et j'expliquais justement que moi mes tatouages m'ont aidée psychologiquement à accepter plus facilement mon corps. Pour moi le tatouage est un art que j'adore, que je trouve fabuleusement magnifique, extrêmement beau, et je trouve mon corps bien plus joli depuis que j'ai des tatouages qu'avant. Voilà, c'est con à dire, donc oui ça coûte cher et beaucoup de personnes ne comprennent pas le concept, ils estiment que c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Pour moi c'est une aide psychologique, ça m'aide énormément, et je sais que chaque tatouage que j'ai a une histoire, une signification, et c'est pas juste un dessin.
Par exemple, celui que j'ai ici, je sais pas si vous allez bien le voir, c'est une pièce d'échecs, c'est donc la reine que j'ai fait en hommage à ma grand-mère qui est décédée. On jouait souvent aux échecs chez elle et pour moi elle représentait une reine parce qu'elle s'affirmait tellement et elle était tellement un exemple pour moi là-dessus. Elle savait ce qu'elle voulait, elle donnait tout pour l'avoir, elle avait aucune honte de ce qu'elle disait, de ce qu'elle pensait, elle assumait tout. Et c'était clairement un exemple pour moi. Et aujourd'hui, ce tatouage, il me rappelle chaque jour cette personne que je veux devenir. Alors, je ne veux pas devenir un calque de ma grand-mère, mais je veux devenir ma propre reine, comme l'expliquait du coup Josiane Sarrazin côté. Celui-ci, donc qui est... Je sais pas si vous allez voir. En fait, vous avez deux serpents, un ici, un ici. C'est exactement le même. Je vous l'ai montré dans ma vidéo sur Inbolk. C'est un tatouage. J'ai clairement eu cette envie comme une envie de pisser. On était à une convention de tatou et je me suis dit je veux un serpent. J'ai aucune idée de pourquoi est-ce que je voulais un serpent, mais je voulais absolument un serpent. Bon, je suis tombée amoureuse du flash du tatoueur de base et en fait le serpent c'est un symbole de transformation. Et j'étais à une période de ma vie où je me cherchais encore énormément. On pourrait croire qu'à 23 ans, on sait qui on est et on sait ce qu'on veut et en fait, ben pas forcément. Et ce tatouage a été un déclencheur pour moi parce que il m'a vraiment montré ce que je voulais dans ma vie, physiquement, dans mon boulot, dans plein de choses et en fait d'assumer clairement ce que je voulais aux yeux des autres. Et c'est à ce moment-là que je me suis assumée clairement et ce tatouage il me rappellera toujours ça en fait. Le dernier c'est donc les phases de la lune que j'ai hop ici fait par une tatoueuse que j'aime énormément et qui fera d'ailleurs probablement mon prochain projet tatouage. C'est un tatouage extrêmement particulier parce qu'il est orienté au niveau des seins, c'est-à-dire quelque chose qui représente le féminin si on peut dire. Et les lunes, c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai toujours vécu en fonction de la lune depuis que je suis très petite, sans m'en rendre compte en fait. Et dans ma spiritualité, la lune a une place énormément importante. Et du coup, je tenais à avoir ça sur mon corps. La lune est aussi représentée par la grande déesse, donc le côté féminin. Et du coup c'était comme une évidence pour moi d'avoir ça, vraiment pour me rappeler à moi-même mon corps de femme, que je suis une femme et que je devrais m'accepter comme telle. Et voilà, donc pour moi chaque en fait tatouage que j'ai, ça a forcément une signification, une importance, un message. Et quand je me regarde dans le miroir et que je vois mes tatouages, je vois tous les messages que mon corps me fait passer et qui me rappellent sur quoi je dois travailler. Et pour ça je trouve ça génial. Mon féminin sacré, je me le travaille aussi également avec le vestimentaire, les vêtements, puisque pendant des années, j'ai jamais osé véritablement assumer un style vestimentaire particulier. J'osais pas mettre certains types de vêtements, etc. Et aujourd'hui, j'ose et je m'en fous. En fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je vais mettre des grands décolletés, des fois je vais pas porter de soutien-gorge parce que j'en ai juste pas envie, des fois je vais porter un short avec des cuissardes parce que j'aime ça, tant pis si les gens dans la rue me regardent et trouvent que j'ai l'air d'une aguicheuse, ça m'est égal en fait. Aujourd'hui j'assume mes vêtements, j'assume, j'ai même pas de style particulier donc je pourrais pas dire que j'assume mon style vestimentaire, mais j'assume, juste j'assume. Et ça passe par ça aussi pour moi, mon travail du féminin sacré, par cette idée de s'assumer physiquement, mentalement et vestimentairement parlant. Il y a encore beaucoup de choses, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je dois travailler, mais j'avance petit à petit. De toute façon, c'est pas quelque chose qui se fera en un jour, c'est sûr, mais je commence à devenir la femme que je souhaite être et ça remplit mon cœur de joie de voir ça. Et je me sens tellement mieux le matin quand je me réveille. Ça change énormément de choses dans ma vie. Et j'espère que vous saurez, vous, trouver votre féminin sacré, votre équilibre avec votre masculin sacré également, et que vous saurez vous assumer, que ce soit en tant qu'homme, en tant que femme, peu importe. Le but, c'est surtout de s'aimer soi-même, et parce qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'un corps, et si on passe sa vie entière à se battre contre soi-même, la vie ne nous le rendra pas bien. Et en fait, on gâchera cette vie-là et c'est triste. Donc voilà. J'espère en tout cas que c'est un sujet de vidéo qui vous a plu
Moi c'est vraiment quelque chose de particulier, je trouve que je me suis beaucoup ouvert à vous, donc ça fait vraiment bizarre. Mais voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu et n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à laisser des commentaires pour vraiment me dire que vous avez bien aimé cette vidéo. Vous pouvez la partager aussi également pour venir faire découvrir cette idée du féminin sacré à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je remercie énormément Joséanne d'avoir écrit ce livre que je conseille à tout le monde, véritablement à tout le monde, parce qu'il est bourré d'informations très intéressantes et de points de vue très intéressants. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à mon compte Instagram, puisque quand on sera 500 abonnés sur Instagram, il y aura un petit concours qui aura lieu sur YouTube et sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à rejoindre l'aventure Morrigan sur Instagram. Et je vous fais plein